Le sujet d'aujourd'hui, c'est donc la science de l'équitation, une aide précieuse pour optimiser les apprentissages, deuxième partie. Donc, quel est le sommaire de la conférence d'aujourd'hui? Tout d'abord, un petit résumé de la conférence de la semaine dernière pour ceux qui n'étaient pas là et même éventuellement pour ceux qui étaient là. Donc, vous pourrez trouver le PowerPoint donc, à l'adresse qui est indiquée sur l'écran. Ensuite, donc, on va voir quels sont les 10 principes donc, de l'ISES, ou International Society for Equitation Science. La semaine dernière, on a vu donc les 2 premiers principes, et donc là, aujourd'hui, on verra les principes 3 à 10. Alors, ce que je peux vous conseiller également, si vous êtes intéressé par ce sujet-là, c'est d'aller revoir les précédentes conférences qui sont vraiment liées au sujet d'aujourd'hui. Donc, tout d'abord, les précédentes conférences faites par ma collègue Marianne Vidamant sur les principes d'apprentissage, donc que vous pourrez trouver sur le site IFCE dans la rubrique connaissances, dans la rubrique webconférence, donc je pense que c'est pas dans le comportement, c'est dans le bien-être, mais enfin bon, comportement et bien-être sont intimement liés. Donc on vous explique plus précisément ce que c'est que l'habituation, renforcement positif, renforcement négatif, hein, les bases. Ensuite, ce qui paraît également intéressant à voir préalablement aux 2 conférences sur l'ISES, c'est de voir les 2 conférences que j'ai faites, je crois que c'était en début d'année, sur les émotions, puisqu'on va le revoir là, les émotions doivent être vraiment prises en compte lorsque l'on apprend des choses à un animal quel qu'il soit. Voilà, alors donc on va commencer par donc revoir un petit peu ce qui s'est dit lors de la première conférence la semaine dernière. Donc tout d'abord, j'ai expliqué que les théories scientifiques de l'apprentissage ont été découvertes récemment, au 19e et 20e siècle, donc par les scientifiques Skinner et Pavlov. Donc Pavlov, c'est le chien de Pavlov qui salivait quand il entendait le bruit de la cloche, et Skinner, c'était le conditionnement opérant sur des rats dans des boîtes qu'on appelait boîtes de Skinner. Et donc, ces théories de l'apprentissage, elles sont applicables à un très grand nombre d'espèces d'animaux et bien entendu aux chevaux. Ces théories permettent de comprendre comment le cheval apprend et favorisent un entraînement efficace dans le respect du bien-être du cheval et de la sécurité du cavalier. Bien sûr, on sait dresser les chevaux depuis longtemps, mais ces théories vont permettre de comprendre ce qui se passe un petit peu dans la tête du cheval quand on essaie de lui apprendre en fait un certain nombre de choses, même tout ce qu'on est censé lui apprendre. Donc elles sont applicables à tous les chevaux, quel que soit l'âge, la discipline et le niveau. Donc, ce qui veut dire que pour un poulain, un jeune cheval, on les utilisera pour l'éducation. Et puis ensuite, on les utilisera pour le dressage, depuis les bases du dressage, le débourrage, jusqu'à une équitation très avancée. Et donc, ces théories de l'apprentissage ont été résumées par l'ISES, donc International Society for Equitation Science, qui regroupe notamment des chercheurs qui travaillent sur l'apprentissage chez le cheval. Et donc, en 10 principes. Alors, ces 10 principes, ils sont donc sur ce tableau. Donc, on a vu la semaine dernière les 2 premiers principes, que je vais rapidement vous résumer. Et on va donc voir aujourd'hui les 7 autres principes. Donc, je ne vais pas les lister un par un. On va les voir lorsque je vais les aborder, chacun un par un. Alors, les 2 premiers principes. Le premier principe, c'était travailler en respectant le comportement et les capacités cognitives du cheval. Donc, ce premier principe, en lui-même, il peut tout à fait remplir un livre entier, puisque ça correspond à tout ce qui a un lien avec le comportement, le bien-être et les capacités d'apprentissage du cheval. Bon, je vais juste vous donner quelques exemples. Bon, les besoins pour un cheval, c'est pouvoir disposer de fourrage quasiment à volonté, pouvoir avoir de l'exercice en liberté, sans cavalier ni matériel sur le dos, et pouvoir avoir des relations sociales avec les autres chevaux. Bon, par exemple, un cheval qui n'aura pas suffisamment de fourrage, mais par exemple qui aura trop de concentré, pourra manifester une hyper-réactivité, et ça, effectivement, ce sera très gênant pour le dressage et l'apprentissage, puisqu'on aura un cheval qui sera susceptible de sauter au plafond. En fait, il ne sera pas attentif à ce qu'on va lui demander, il aura un regain d'énergie éventuellement à développer.
Pareil pour les relations sociales, on sait que les chevaux qui n'ont pas de relation avec les autres chevaux apprennent moins bien, ils sont moins, je dirais, à l'aise dans tout ce qu'on va leur demander. Alors, il faut toujours aussi avoir à l'esprit que chez le cheval, la peur est un comportement naturel et qu'elle peut réapparaître à n'importe quel moment, hein, ça fait partie de ses comportements de base. Bon, maintenant, les capacités cognitives, c'est pareil, on connaît beaucoup de choses, mais il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Bon, il faut tenir compte des capacités sensorielles. Par exemple, la vision du cheval est à 350 degrés, donc il verra ce qui se passe dans son dos, alors que nous, cavaliers, on ne le verra pas. Tenir compte de sa mémoire, ça, dans les apprentissages, c'est hyper important, notamment la mémoire de travail. À savoir que chez le cheval, la mémoire de travail, elle est en moyenne de 20 secondes. En fait, la mémoire de travail, c'est ce qu'il va utiliser quand on va lui demander de faire quelque chose. Donc, il va réaliser ce qu'on va lui demander de faire et on va le récompenser. On va lui dire ouais, oui, effectivement, c'est bien. Bon, on parlait de différentes méthodes de renforcement. Et en fait, il faut savoir qu'on a 20 secondes pour le faire. Sinon, le cheval ne va plus se rappeler quel est le comportement qu'il a fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'également, dans une situation stressante, pour un cheval peureux, cette mémoire de travail pourra descendre à 0 secondes. Donc ça veut dire quasiment rien. Donc ça veut dire que dans des conditions de stress, certains chevaux peureux ne sont absolument pas capables, ne sont plus capables d'apprendre. Donc tenir compte des émotions, donc pour ça, effectivement, je vous conseille d'aller voir les 2 conférences sur les émotions que j'ai déjà faites. À savoir par exemple que pour le cheval, par exemple, un événement soudain, imprévu, auquel il n'est pas habitué et qui est imprévisible, va lui provoquer une émotion très désagréable. C'est par exemple le gros camion qu'il n'a jamais vu, qui va apparaître brutalement au coin de la rue. Et puis bien sûr ses capacités d'apprentissage qui sont propres à l'espèce. Alors, concernant maintenant l'application correcte des théories de l'apprentissage, là je ne vais pas détailler cette diapo-là, juste que vous voyez un petit peu ce qu'on a vu la semaine dernière, sachant que j'ai donné quelques détails sur les techniques de désensibilisation et j'ai également donné quelques détails sur la façon de mettre en place le conditionnement opérant avec la contiguïté temporelle, le renforcement systématique ou partiel, la contingence et les valeurs du renforcement. Donc, ils sont des notions très importantes pour appliquer correctement les renforcements. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Le principe numéro 3, bon, avant, je voulais faire quelques petits rappels de vocabulaire, parce que dans ma conférence, je vais utiliser différents termes qui sont synonymes. Alors, par exemple, donc là, sur les différentes photos, il s'agit de l'apprentissage du piaffe par un cheval qui est en main. Donc, on va pouvoir appeler, quand on va parler de signal, il peut s'agir des aides du cavalier, il peut s'agir également d'un stimulus, mais le stimulus, ça peut être également un événement extérieur, ou il peut s'agir également des demandes du cavalier. Ensuite, donc lorsque le cavalier va appliquer les aides, par exemple, le cheval va répondre. Et ça, ce sera le comportement du cheval. Donc on peut appeler comportement, enfin la réponse comportement. Ensuite, lorsque le cheval aura répondu, on va lui dire oui, c'est bien, on va renforcer donc le comportement, on va renforcer la réponse, soit par du renforcement négatif, c'est-à-dire qu'on va céder, donc faire une descente de main ou de jambe, donc c'est le renforcement négatif. Donc là, en l'occurrence, sur la photo, eh bien, le cavalier lâche les rênes, et on va ensuite peut-être faire du renforcement positif, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'est la récompense alimentaire. Voilà, je pense qu'il fallait seulement faire ces rappels de vocabulaire de façon à ce qu'il n'y ait pas d'équivoque dans ce que je vais raconter ultérieurement. Alors, le principe numéro 3, c'est instaurer des signaux clairs et faciles à distinguer. Alors, un signal, donc je précise, ça peut être une combinaison de signaux tactiles, auditifs, comme la voix, ou posture, ou ça peut être un seul de ces signaux seulement. Donc, signaux clairs. Bon, je vais vous dire ce que sont par exemple des signaux pas clairs. Attention aux jambes ou mains qui bougent sans cesse.
Donc ça, c'est ce qu'on peut voir sur des cavaliers qui ne sont pas confirmés. Attention à tout ce qui est aides qui vont agir en permanence, comme une chambrière, comme des éperons en contact, comme des encouragements de la voix, des claquements de langue. Effectivement, ça, ce sont des aides qui vont agir en permanence et qui vont pouvoir induire une habituation. Alors, si maintenant ces aides sont appliquées de façon un peu plus forte, comme on voit par exemple sur la photo du bar, hein, avec le galopeur là, qui est enrainé. Donc là, sur ce cheval, est appliqué un renforcement négatif permanent, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune cession. Ça, c'est utilisé peut-être un peu plus avec certains enraînements. Donc, dans ces cas-là, effectivement, le cheval ne comprend pas ce que lui demande le cavalier, il peut y avoir confusion, et après, on va effectivement pouvoir aller vers des comportements de non-compréhension qui peuvent engendrer des défenses, voire importantes. Ah, il y a quelqu'un qui me dit que le son crachote, donc je ne sais pas effectivement si c'est le cas pour tout le monde. J'ai absolument rien changé par rapport au début de la conférence. Et j'avoue que je peux pas changer grand-chose à mon micro, je peux peut-être le mettre comme ça. Est-ce que c'est mieux quand il est comme ça? Ah bah aussi, et Sylvie a baissé le son. Est-ce que c'est mieux pour vous? Bon, d'accord. Bon, et puis j'ai aussi levé un petit peu le micro. Donc je continue. Alors ensuite, les signaux. Ça ne veut pas passer? Si. Les signaux faciles à distinguer, en fait, ça c'est très important au niveau du début du dressage. Il faut faire attention à ce que le cheval, en début du dressage, comprenne bien les différents signaux qui veulent demander différentes réponses. Et il faut surtout faire attention à ce que les signaux qui vont demander des réponses incompatibles soient très différents. Par exemple, une action de jambe qui va demander une accélération ou une décélération. Il ne faut pas que ce soit la même. Bon, c'est vrai que les cavaliers, on leur dit mettez des jambes pour démarrer, et puis on leur dit mettez des jambes pour ralentir. Mais effectivement, si c'est la même chose, le cheval ne va pas comprendre. Il faut vraiment que ce soit associé à d'autres signaux, comme par exemple le poids du corps. Également, des réponses, alors là, c'est pas incompatible, mais des réponses qui sont différentes, comme contact et tournée. Il faudra que le signal soit différent. Bien sûr, c'est un signal sur la bouche, il ne faudra pas que ce soit le même. Sinon, c'est sûr que le cheval ne comprendra pas. Alors ensuite, sur le cheval qui est dressé, ces différences entre signaux pourront être très subtiles. Là, donc, je vous ai repris une image qui est issue du livre de Léa Lansat sur les apprentissages. En fait, là, vous voyez qu'en fonction de la position de la jambe et selon que c'est la cheville, le pied ou le talon qui agit, voire même la force qui va être appliquée, le cheval pourra comprendre ça comme des signaux différents et effectivement réaliser différents comportements en fonction de ces signaux différents. Et c'est là toute la subtilité du dressage. Alors, maintenant le principe 4. Il s'agit de façonner progressivement les réponses et les mouvements. Donc ça veut dire qu'il faut répéter les demandes sur des sessions courtes qui seront toutes terminées par un renforcement. Le renforcement, qu'il soit positif ou négatif, on l'appliquera à chaque mouvement qui est fait dans le bon sens, même si on est loin du mouvement final qu'on souhaite atteindre. Bon, je pense par exemple à des mouvements de dressage un peu perfectionnés, mais ça s'applique à une simple épaule en dedans, par exemple. Ensuite, quand le mouvement sera bien acquis, on fera du renforcement positif à chaque progrès. Et puis ensuite, il faudra quand même le continuer, ce renforcement positif, de façon aléatoire, sinon on risquera d'avoir l'extinction du comportement, c'est-à-dire que le cheval le réalisera moins bien, voire plus du tout. Mais ce n'est pas pour autant qu'il l'aura oublié. Alors donc maintenant, je voudrais vous illustrer ce que je viens de vous dire par des vidéos. Je vais déjà vous montrer une vidéo du cheval d'Olivier Pulse qui apprend le piafé. Donc sur la première vidéo, on est au tout début du piafé. Donc vous allez voir que, en fait, voilà, la récompense, elle arrive sur un mouvement qui n'est pas du tout abouti. Trop, voilà, trop, voilà, ça.
C'est tout à fait ça. Tu laisserais une longue 2 secondes. Ah, c'est bien ça. Voilà. Voilà, donc vous avez vu en fait que là, la session, elle est hyper courte. Hein. Bon, ma vidéo, en fait, elle dure 11 secondes, mais la session globale, elle durait à peu près 30 secondes à 45 secondes. Donc on a dit session courte, répétée, et on a terminé par un renforcement positif, et vous avez vu que le mouvement n'était pas du tout abouti. Alors je vais vous montrer le cheval, donc un petit peu plus tard dans son apprentissage, et donc vous allez voir qu'il a progressé dans son piaffe. Vous allez voir également, de façon très distincte, une fois que le cheval donc, a bien fait le mouvement, le renforcement négatif, où donc la cavalière va lâcher les rênes, et ensuite donc l'écuyer va faire du renforcement positif en donnant une récompense au cheval. Voilà, déjà dans ta main. Hey. Et là, au parrain. Voilà. Voilà, donc vous avez bien vu là, en fait, mes deux vidéos, elles durent une quinzaine de secondes, et à chaque fois, comme on est au début de l'apprentissage, on a un renforcement négatif puis positif. Et en fait, pour le cheval, il ne faut pas que ce soit que ça dure trop longtemps, ni que ce soit trop intense, puisque en fait, il aura du mal à se concentrer et il aura du mal à répéter s'il n'y a pas ces interruptions régulières. Alors là, voilà, je vous ai mis des citations d'écuyer, Général Favreau de Kerbrecht, qui a dit « En dressage, on veut toujours aller trop vite. Pour arriver promptement, ne pas se presser, mais assurer solidement chacun de ses pas. Demander souvent, se contenter de peu, récompenser beaucoup. » Bon, vous avez certainement déjà entendu ces citations, mais elles s'adressent tout à fait, elles correspondent tout à fait à ce qu'on vient de voir, même si les écuyers, ils ne savaient pas exactement encore à cette époque-là ce qui se passait dans le cerveau des chevaux. Alors, principe 5, travailler les réponses une par une. Ça veut dire qu'en fait, il faudrait ne faire qu'une seule demande à la fois. Alors, je vous donne deux exemples. Sur un mouvement latéral, on va séparer chaque signal. Par exemple, là en l'occurrence, sur un mouvement latéral, qui peut être une épaule en dedans, on placera d'abord l'encolure du cheval sur son angle à 45 degrés, ensuite on placera les jambes, et ensuite, dans le mouvement, on va alterner main-jambe, main-jambe. Ensuite, avec un cheval dressé, donc là par exemple, j'ai mis l'exemple de la pirouette, bien sûr, c'est un mouvement complexe, donc les signaux, ils vont être rapprochés de plus en plus. À quelques, je dirais peut-être dixièmes de seconde pour chacun d'entre eux, mais normalement, ils ne devraient pas être faits en même temps. Pour une bonne compréhension du cheval, effectivement, il faudrait que chaque signal soit séparé, ne serait-ce que d'une un moment très court, les uns des autres. Et donc ça correspond au principe qui a été d'abord proposé par Boucher, puis après repris par un certain nombre d'écuyers, par exemple, de main sans jambe et jambes sans main. Ensuite, on arrive au principe 6. Le principe 6, c'est apprendre une réponse par signal. Donc ça, je l'ai déjà dit précédemment, un signal donné ne doit engendrer qu'une seule réponse. Par contre, plusieurs signaux peuvent permettre de demander la même réponse. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, pour un départ au galop, le demander de différentes façons. Vous pouvez le demander, si bien sûr le cheval a pris ces aides-là, vous pouvez le demander par les aides, par les jambes, vous pouvez le demander également par le poids du corps. Le cheval comprendra si plusieurs signaux correspondent à une réponse. Par contre, ce qui ne doit jamais arriver, c'est qu'un signal soit destiné à demander plusieurs réponses. Là, le cheval ne comprendra pas s'il y a une même action de jambe, par exemple, est destinée à obtenir différents comportements. Par exemple, je vous ai donné là, c'est des exemples très faciles, pour obtenir la même réponse, par exemple, un départ en galop, ou n'importe quoi, un départ du trot au pas, vous n'utiliserez pas les mêmes signaux selon que vous êtes en longe, à pied ou monté. En longe, vous utiliserez plutôt des signaux vocaux, auxquels vous pourrez rajouter votre gestuelle, vos postures, et éventuellement des signaux tactiles avec la chambrière, par exemple.
À pied, vous utiliserez plutôt des signaux vocaux et des signaux tactiles avec le stick, et éventuellement des postures à côté du cheval. Et puis monter, vous utiliserez plutôt les signaux tactiles et éventuellement les signaux vocaux. Le principe 7 maintenant, c'est instaurer des habitudes. Et ça, c'est particulièrement important lors de l'apprentissage d'un nouveau comportement. Ce qui veut dire que quand vous allez apprendre à un cheval un nouveau comportement, alors que ce soit un mouvement de dressage ou que ce soit apprendre à sauter un nouvel obstacle, vous devrez utiliser le même signal, le même positionnement à pied ou à cheval, le même lieu, le même matériel et la même personne. Donc, si je caricature, ça veut dire que vous ne ferez pas sauter un bidet à un cheval la première fois en concours. Bon, bien sûr, j'exagère, hein, mais c'est vraiment pour expliquer de façon extrême ce qu'il est recommandé de ne pas faire. Et ensuite, quand le cheval aura bien compris à la maison et que vous aurez généralisé à la maison, eh bien, en changeant un peu votre positionnement par rapport au cheval, par exemple, en changeant de lieu à la maison, en changeant, si vous sautez, en changeant les barres, éventuellement que le cheval soit travaillé par quelqu'un d'autre, eh bien, effectivement, vous pourrez après demander ce comportement, quel que soit l'endroit et le contexte dans lequel vous pourrez leur demander. Parce qu'en fait, si vous faites ça, l'attention du cheval sera focalisée sur le travail et non sur l'environnement. Et donc, il a été montré que ça facilitait l'apprentissage et que ça limitait le stress. Donc là, il y a 2 publications scientifiques qu'on peut citer. Donc, une publication qui a montré que des jeunes chevaux dans un nouvel environnement apprennent moins bien. Hein, donc, ils avaient une série de tâches à apprendre, des tâches simples. Hein, donc, ils les ont appris moins vite et moins bien dans le nouvel environnement. Et également, des chevaux peureux dans un nouvel environnement que l'on soumet à des événements soudains avant l'apprentissage. Donc là, en fait, les événements soudains, ils sont appliqués avant l'apprentissage et on les fait apprendre dans un nouvel environnement. Et bien également, ces chevaux apprennent moins bien. Alors, on arrive au principe 8. Le principe 8, c'est rechercher la persistance des réponses, c'est-à-dire le cheval qui se porte. Ça veut dire maintenir les allures, notamment la vitesse, la rectitude et la posture, sans avoir recours aux aides. Donc, ce qui signifie, en d'autres termes, utiliser les signaux à bon escient. Donc ça permet de ne pas faire de renforcement négatif de façon excessive. Et donc, ça évite la diminution des réponses par habituation. Et de ce fait, on aura un cheval beaucoup plus réceptif aux signaux, puisqu'ils seront beaucoup moins nombreux. Et donc, ils n'interviendront qu'à certains moments du travail. Le principe 9, donc celui-là, il est hyper important. Bon, les autres aussi sont très importants, mais celui-là, vraiment, il faudrait l'encadrer. Hein. Éviter et dissocier les réactions de fuite. Il ne faut pas utiliser la fuite, qui correspond en fait à de la peur, dans les apprentissages. Donc ça, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que voilà, la peur, c'est un comportement naturel chez le cheval et il ne faut surtout pas l'encourager dans les apprentissages. Bon, la peur, c'est une émotion négative. Donc, émotion négative, ça veut dire qu'elle engendre une sensation désagréable. Et ça ne veut pas dire qu'elle a forcément des conséquences désagréables. Donc, elle porte atteinte au bien-être. Comme je l'ai déjà dit, donc le cheval en état de stress apprend moins bien. Ça peut aller jusqu'à 0 secondes chez certains chevaux peureux, c'est-à-dire qu'ils n'apprennent plus du tout. Et les comportements qui sont appris en cas de peur sont résistants à l'extinction. Ça veut dire que si on utilise la peur dans les apprentissages, c'est-à-dire qu'on fait fuir le cheval, si au même moment il y a un événement qui survient, un événement qu'on ne contrôle pas, un bruit soudain, un oiseau qui va passer, ou quelque autre événement, eh bien en fait le cheval pourra avoir peur dans un autre contexte, un autre lieu, à un autre moment, pourra avoir peur s'il y a le même bruit ou l'oiseau. Et il n'associera pas ça du tout à ce qu'on a essayé de lui apprendre. Et puis bien sûr, c'est dangereux. On arrive au principe numéro 10. Ah non, pardon, donc deux citations d'Écuyer. Xénophon qui disait « Si le cheval a peur, ce n'est pas en le rudoyant mais en le traitant par la douceur qu'on lui apprendra qu'il n'a rien à craindre. Il ne faut jamais traiter un cheval avec colère.
Et Favreau de Kerbrèche qui disait « Dès que l'animal s'inquiète, cessez, calmez, flattez, recommencez ». Alors il y en a bien d'autres, hein, des citations d'Écuyer, mais c'est vrai que je trouvais intéressant d'émailler mes propos avec quelques-unes d'entre elles. Le principe numéro 10, c'est montrer un niveau minimal d'excitation suffisant pour l'entraînement. Ce qui veut dire que ce soit le moment où on en est dans l'apprentissage, eh bien éviter d'avoir un cheval qui monte dans les tours en fait. Et en fait qu'on soit lors de l'entraînement ou qu'on soit même lors d'une épreuve. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on souhaite avoir un cheval motivé, attentif et relaxé, mais non stressé. Alors c'est vrai que parfois à la limite, on ne sait pas trop où la mettre. Donc là je vous ai mis deux photos qui ont été prises sur un CDI. Au même endroit, hein, c'était la détente d'un concours de dressage international et où on a 2 chevaux. Donc on voit très bien que le cheval d'en haut, bah, il est attentif à son dresseur, donc il a des expressions faciales qui montrent bah, qu'il n'est pas, il est détendu, il est relaxé. Et bah, le cheval du dessous, on voit notamment à ses expressions faciales qu'il y a quand même une certaine tension, une certaine contraction, il a la bouche ouverte. Donc effectivement, les attitudes et les expressions faciales ne sont pas les mêmes, et donc ce qu'on souhaiterait obtenir, hein, ce principe 10, bah, se réfère plutôt à la photo du haut. Donc le cheval attentif envers son entraîneur apprend mieux, c'est une publication de 2014, et donc on sait d'une façon générale que le stress a un effet négatif sur la perception de l'environnement, et donc induit une altération du bien-être. Donc il faut par contre savoir, pour son cheval, bah, savoir bien où est la limite entre la simple attention, voire un petit peu d'excitation, parfois effectivement bah, pour que le cheval s'exprime, mais on ne doit surtout pas basculer du côté du stress. Ce qui n'est pas évident du tout, hein. Mais voilà, on peut avoir un idéal à atteindre. Et donc le général Lod disait « le cheval calme en avant et droit ». J'en arrive à la conclusion. Donc ce qu'il faut retenir en fait de ces 2 conférences, c'est que la mise en œuvre des théories de l'apprentissage, ça n'est pas compliqué, puisque vous avez vu, ça tient finalement en 10 principes. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de choses à l'intérieur de chacun de ces principes. Mais ça n'est pas compliqué. Mais ça demande effectivement d'en avoir pris connaissance, et ça demande de les appliquer avec précision. Ça demande aussi d'avoir une bonne maîtrise de ses aides quand on est cavalier, parce qu'effectivement, tout ce qui est demandé, des signaux clairs, des signaux faciles à distinguer, appliquer la contingence, appliquer la contiguïté temporelle, toutes ces choses-là, effectivement, cavalier non expérimenté ne saura pas forcément les mettre en application, ne pourra pas même, au niveau gestuel, ne pourra pas. Mais par contre, ça peut très bien s'apprendre avec le travail à pied, puisque bon, on peut très bien apprendre un certain nombre de choses, notamment pour tout ce qui est des renforcements, pour tout ce qui est de la contingence, de la contiguïté, des signaux. Effectivement, à pied, c'est peut-être plus facile à apprendre à pied qu'à cheval. Et donc, moi, ce que je trouve vraiment génial, c'est que donc, ces théories fournissent une boîte à outils où l'on peut puiser sans limite selon le contexte, le cheval et l'objectif. Donc les 2 prochaines webconférences, mardi 15 mai sur les manipulations dans le travail à pied, et puis le 17 mai sur les plantes toxiques des prairies. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous abonner à notre blog Comportement Bien-être, où on met régulièrement des petites actualités scientifiques hein, sur les dernières publications. Donc voilà, on agrémente ce blog à peu près toutes les semaines. Donc, et les 3 ouvrages qui s'appliquent vraiment à tout ce que je viens de dire là. Donc le livre sur le bien-être de l'IFCE, où il y a absolument tout de A à Z hein, sur le bien-être, y compris l'apprentissage. Le guide pratique sur les apprentissages, donc écrit par Léa Lansade, donc avec la mise en pratique de tous ces principes. Et puis également le livre de Hélène Roche sur motiver mon cheval, donc qui utilise le clicker training essentiellement, mais on peut effectivement utiliser un autre type de renforcement secondaire. Voilà.